Il me semble que j'ai déjà vu ce film. Chut, chut, chut. Quand j'étais petit, à la télé. Tais-toi. Madeleine, Ouais, j'ai déjà vu. Les grands arbres. êtes-vous déjà venu ici? Oui. Quand? Je Quand êtes-vous né? m'en connais pas. Il y a longtemps. Où ça? Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi, Madeleine, dites-moi. Non. Madeleine, dites-moi. C'est exactement comme pour nous. Quelle force vous a-t-il? Comme le passé. Jeté dans la baie, vous ne saviez pas où vous étiez, vous aviez deviné, mais vous ne saviez Le film est toujours le même. Je suis tombée. Il ne change pas. Mais à chaque vision, il semble différent parce qu'on est différent. pas. Avez-vous sauté? Dites-moi, On dites-moi. le voit différemment. Vous n'avez pas de questions, je vous en supplie. Si on ne peut rien changer à rien parce que tout s'est déjà produit, cueillons dès aujourd'hui les roses de la vie. Qu'est-ce que les roses ont à voir là-dedans? À la lumière. C'est de la poésie. Promettez-moi de ne plus me poser de questions. Promettez-le-moi. Tony, Ouais. t'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il m'était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Oh non, de Dieu de bordel de merde. Oh, tu m'entailles. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, Tolstoï. Oh, ton cul. C'est mon génie. So do you know what's gonna happen? You done all this already? As me? I don't want to talk about time travel shit. Because if we start talking about it, then we're going to be here all day talking about it, making diagrams with straws. It doesn't When matter. I hurt myself, it changes your body. So is what I do now change your memory? It doesn't matter! Bonjour et bienvenue, vous allez écouter Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B qui vous parlera cette semaine avec un peu de retard de Looper de Ryan Johnson, et puis de science-fiction. Et puisque le Dr Moreau nous fait l'honneur de sa présence, il nous parlera de l'un de ses films préférés, Minority Report de Steven Spielberg, qui doit avoir de près ou de loin des liens avec donc le Looper de Ryan Johnson. Ouais, ça ressemble à rien. Pourquoi j'ai parlé de ça? Parce qu'à la base, voilà, on devait faire cette émission la semaine dernière et toi aussi tu devais choisir un film de voyage dans le temps pour faire une vraie émission thématique. Et moi j'ai préféré... monsieur n'a pas voulu. Alors moi j'ai pris de l'avance puisqu'on a du retard sur Looper et qu'on a parlé d'un film vieux de 10 ans. Moi j'ai parlé d'un film qui est pas prêt de sortir en France, qui s'appelle donc Universal Soldier Day of Reckoning, c'est le Universal Soldier 4 de John Yams et voilà, et tu vois, on a du retard sur les trucs. C'est bien, thématiquement ça se tient. Il y a comme un truc de paradoxe temporel avec toutes ces sorties, ce film vieux de 10 ans, ce film qui n'est pas encore sorti, ce film qui est sorti la semaine dernière, ça donne mal au crâne déjà. Oui. Vous pouvez déjà zapper, je pense. Alors du coup, on va tout de suite se faire une pause. Ah là là, dur. De la musique extraite donc de la bande originale de Looper et puis des extraits de La Jetée notamment de Chris Marker et puis une petite surprise dans le dedans. On se retrouve juste après pour parler donc du Ryan Johnson. À tout de suite. Elle accepte comme un phénomène naturel les passages de ce visiteur qui apparaît et disparaît, qui existe, parle, rit avec elle, se tait, l'écoute et s'en va. Why in the world do I love you like I do, baby? When you told me over and over, sure enough, girl, that you wouldn't be true. But I can't stop myself from singing the same old song. I love you with a love so powerful, oh, so powerful, that is wrong. Voilà, on ne peut aller dans le futur puisqu'il ne s'est pas encore produit. Ce
Cependant, on peut aller dans le passé, mais il y a un piège. Si quelqu'un va dans le passé et change un fait, c'est dramatique, ça peut même être catastrophique. Quand on jette une pierre dans un lac, ça fait des vagues sur l'eau. Eh bien là, c'est sur le temps que ça se passe. On ne peut pas remonter le temps et tuer Hitler, quoique la tentation soit grande, parce que nous savons tous que ça pourrait provoquer une série d'événements qui risqueraient d'altérer et même de détruire la race humaine. I could tell myself I don't want you anymore. Oh, baby. Then I turn around and say goodbye. Oh, baby. Walk straight on out the door. But you know I'll be back on my bending knees before you can count to 10. 'Cause I love you with a love so powerful, oh so powerful, it's a sin. I guess I'm a prisoner, and you got the key, baby. I know I'll never be happy till you love me and set me free. So baby, try it my way. Oh, and please don't make me wait too long. 'Cause I love you, love so powerful, oh so powerful, oh so powerful. Well, I love you with a love so powerful, oh so powerful, that it's wrong. Peu de temps après son retour, il fut transféré dans une autre partie du camp. Il savait que ses geôliers ne l'épargneraient pas. Il avait été un instrument entre leurs mains. Son image d'enfance avait servi d'appât pour le mettre en condition. Il avait répondu à leur attente et rempli son rôle. Il n'attendait plus que d'être liquidé, avec quelque part en lui le souvenir d'un temps 2 fois vécu. C'est au fond de ses limbes qu'il reçut le message des hommes de l'avenir. Eux aussi voyageaient dans le temps, et plus facilement. Maintenant ils étaient là, et lui proposaient de l'accepter parmi eux. Mais sa requête fut différente. Plutôt que cet avenir pacifié, il demandait qu'on lui rende le monde de son enfance et cette femme qui l'attendait peut-être. Voilà, c'était donc un morceau de Chuck and Mark, Powerful Love, extrait donc de la bande originale de Looper, c'est le générique de fin, et puis des extraits de La Jetée de Chris Marker avec, et puis un bel extrait de Time Cop de Peter Iams dedans. Peter Iams dont je reparlerai tout à l'heure à la fin de cette émission, à l'occasion donc de Universal Soldier Day of Reckoning. Tout de suite, on va parler de Ryan Johnston Massacre, et donc de son Looper qui est sorti il y a 2 semaines avec Bruce Willis donc et Gordon Lewitt machin. Ryan Johnson, pour présenter rapidement, c'est son 3e long métrage, c'est le premier que je vois en entier, après Brick et une arnaque presque parfaite, donc des films que je n'ai pas vus en entier. Entre temps, il avait aussi réalisé des épisodes de la saison 3, ou peut-être même toute la saison 3 d'ailleurs, de Breaking Bad. 3 épisodes, est-ce que 3 épisodes. Et puis c'est quand même un copain donc de Lucky McKee, le réalisateur de May et de The Woman, qui au passage sera diffusé le 16 janvier au Tambour pour la première fois à Rennes grâce au Fist. Donc un copain de Lucky McKee à qui il a volé le directeur de la photo, qui travaille avec lui depuis sur tous ses films. Et donc nous voilà avec Looper, un film de science-fiction qui était une bonne surprise déjà pour commencer, parce que évidemment donc une année assez décevante en termes de cinéma, et puis là un film auquel sur lequel on n'attendait pas trop, et puis donc qui nous donne un peu du plaisir. Et pour parler rapidement de l'intrigue, c'est l'histoire donc d'un looper. Un looper, c'est un tueur dans le futur, en 2044, qui tue des gens qui viennent encore plus du futur, qui sont envoyés par des mafieux qui ne peuvent pas. Tu peux arrêter là un petit peu, faire une pause, que je suis paumé. Non, laisse-moi, parce que c'est compliqué. Alors si tu me coupes, ça va pas. Qui donc dans le futur du futur, c'est dur de faire disparaître des corps. Alors du coup, par contre, ils peuvent envoyer dans le passé
tuer dans leur passé Ça y est, du futur. c'est foutu, tu t'es remis les pinceaux. Non, pas de problème. Et du coup, dans notre futur, qui est le passé du futur de ce futur-là, eh ben, ils peuvent se débarrasser des corps. Et c'est ce qu'il fait, le looper. Et du coup, bah, lui, il voit apparaître les gens, il les tue, puis après, il fait disparaître les cadavres, que c'est facile à faire disparaître parce que c'est des gens qui existent pas encore parce qu'ils viennent du futur. Et donc, c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Sauf qu'au bout d'un moment, les loopers, ils doivent se tuer eux-mêmes. Bon, ils s'en rendent pas tout de suite compte parce que quand les hommes apparaissent devant eux, ils sont masqués, tout le bordel. Et ils s'en rendent compte uniquement quand ils se défacent, quand ils défont la toile qui les entoure, le sac à patates qui les entoure, et puis qu'ils voient que c'est pas de l'argent, mais de l'or. Et s'il y a de l'or sur le cadavre du monsieur qui viennent de tuer, ça veut dire qu'ils viennent de se tuer eux-mêmes parce que le looper a une vie, une durée de vie limitée, 30 ans à peu près. Grosso modo, et parce que sinon ça devient un peu la merde parce qu'ils sont au courant de trop de choses. Alors bon, on leur laisse un peu la retraite, profiter de la vie, tout ça, puis après ils meurent. Et donc forcément, pour que le film ait quand même un peu une intrigue et puis d'action, et ben le looper qui est interprété par Joseph Gordon-Levitt, et ben il se tue pas, alors qu'il voit Bruce Willis devant lui, il fait je vais quand même pas me tuer parce que c'est bizarre comme truc. Et Bruce Willis il s'en va, et puis du coup bah Joseph Gordon-Levitt, s'il veut pas se faire tuer par les gens du futur de son présent à lui, et ben il va être obligé de tuer son futur lui qui vient du futur de notre futur à nous. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont compris ce que je viens de dire parce que ça tient debout, hein. Oui, ça a pas l'air comme ça, mais ça tient debout. Je suis très fier de toi, c'est parfait. Non mais c'est explicité, voilà, c'est plutôt bien raconté, on rentre assez vite. Donc voilà, une fois qu'ils ont que Johnson a comme ça mis en place son procédé, bon, et ça dure quand même un peu de temps, mais une fois que c'est passé, il nous offre déjà quelques bonnes scènes. En termes d'action, je pense à une séquence assez chouette où justement avec un type du futur, mais du futur, je veux dire, qui justement essaie de lui-même évader. Alors, et ben les méchants du présent, du futur, ils chopent son présent, enfin son passé à lui, et puis ils lui font des trucs et du coup ça se répercute sur le mec du futur, et ça donne une super scène d'horreur. Ça a pas l'air comme ça, mais c'est chouette. Vas-y, on verra si t'en sors mieux que moi. Non, mais je voudrais simplement renvoyer encore sur le blog de l'audio connard dont on avait déjà parlé à l'occasion de The Dark Knight Returns, qui un peu pareil que Brick va tellement vite qu'on se rend pas compte que c'est complètement con. On peut s'en rendre compte un petit peu, mais on est après bombardé de concepts et de scènes d'action, donc on n'a pas le temps de réfléchir pour se dire pourquoi c'est con, pourquoi on a eu ce sentiment là. En fait, Looper, c'est pareil, moi je renvoie volontiers vers les pages qu'a dédiées Audio Connard, qui est quand même une sorte de machine quand même, parce qu'au fil de ces pages, il dit qu'il avait vu le film qu'une fois et qu'il avait envie de partir tellement c'était nul, mais il raconte quand même de A jusqu'à Z de façon hyper précise le film, tout en démontant un petit peu tout la vraisemblance totale de la chose. Et c'est vrai que pour les films de voyage dans le temps, c'est toujours facile de les démolir. Et là, Étienne va dire, sauf Retour vers le futur, qui est un chef-d'œuvre du genre. Non, j'allais pas dire c'est un chef-d'œuvre du genre. Par contre, même en revoyant Terminator, en revoyant d'autres films de voyage dans le temps, ils ont tous à un moment ou à un autre une phrase qui est un peu plus explicitée par le Doc Emmett Brown dans Retour vers le futur 2, qui mériterait un dessin pour que ça soit vraiment clair. Et là, je regrette qu'on fasse pas de la télévision, parce que j'aurais eu un beau tableau avec une craie et j'aurais pu vous faire un dessin sur le fait qu'en effet, quand une fois qu'on retourne dans le passé, qu'on modifie quelque chose, c'est en fait, il y a une nouvelle ligne temporelle qui se crée comme un monde parallèle. Oui. Et que à partir du moment où tu as modifié ça, tu rentres sur une ligne parallèle du temps. Ça veut pas dire que là d'où tu viens, ça va forcément changer. Il faut absolument pas parler de ça. C'est hors de question. C'est exactement l'extrait les extraits que t'as choisi, faut pas en parler. Déjà, ça donne mal au crâne, c'est inutile. Et puis bon, voilà, de toute façon. Et ça fait tenir debout même Terminator. Mais oui, c'est sûr. Mais après voilà, c'est marrant. Moi, je renvoie là-dessus parce que je trouve que ce blog-là est hyper drôle et je trouve que le mec c'est une machine, il est très très fort. Mais après voilà, c'est toujours le truc c'est un peu ce que disait Hitchcock, c'est nos amis les vraisemblances, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait de la vraisemblance la vertu cardinale du cinéma, alors même que voilà, on sait très bien que même des plus grands chefs-d'œuvre sont basés sur des invraisemblances totales. Je l'avais déjà dit, mais c'est vrai que Vertigo par exemple est un film qui repose sur une invraisemblance totale, ça n'empêche pas d'être le meilleur film du monde. Là, pour peu que voilà, Looper reposant sur des voyages temporels, on est dans une optique quand même de cinéma de petit malin où il met son petit univers que t'as mis en place et tout ça, qui tient debout l'espace d'une seconde, qui est suffisamment rapide
est suffisamment copieux en termes de concept et d'informations, parce qu'en plus il se fait aider par une voix off, fatalement, donc où le personnage principal édicte les règles et tout de suite forcément cette règle-là vient les briser, et puis après il y a une autre règle qui apparaît, donc on n'est pas trop loin finalement d'Inception, qui pareil fonctionnait comme ça, qui faisait que c'était pas un film, c'était un grand jeu de Rubik's Cube, qui donnait mal à la tête dans le cas d'Inception, mais par contre Looper est suffisamment léger et a une générosité beaucoup plus pop pour que finalement on soit beaucoup moins dégoûté par le film. Moi je sais que devant Looper, pendant une demi-heure, je me suis dit ouais c'est cool, c'est parce que voilà, c'est suffisamment enlevé, c'est suffisamment rapide, il y a suffisamment d'informations, c'est suffisamment riche en termes de récit et tout ça. Au bout d'une demi-heure, je me dis quand même bon voilà, tout ceci est quand même un petit peu vain, parce que finalement le sujet il y en a pas trop, c'est finalement un film qui est pas travaillé par rien, qui est finalement travaillé par rien, et en plus évidemment comme n'importe quel cinéma de film malin, c'est constitué d'un tissu de référence que n'importe quel, pour peu qu'on soit un peu cinéphile, on ne peut que s'empêcher de voir. Voilà, on va pas non plus faire une sorte de toujours raccorder ce film-là à tous les films dont il s'inspire, mais c'est vrai que il y a n'importe quel film de science-fiction. Voilà, d'ailleurs j'ai fait une petite liste comme ça, après on a terminé, mais voilà, Philippe K. Dick, La Jetée, L'Armée des 12 singes, un peu de film noir, Blade Runner, Le Fils de l'homme, Signs, un peu de western aussi, Cronenberg, Minority Report, Akira, Terminator, Retour à le futur, un peu de Requiem for a Dream, ou un peu de Bret Easton Ellis aussi dans la peinture de ce mec-là, qui est un mec qui vit, sachant sa vie extrêmement limitée dans le temps, de 30 ans. C'est un mec qui vit uniquement pour sa gueule, et c'est peut-être même le sujet du film, le seul truc qui fait vraiment sujet dans le film pendant une demi-heure, c'est ce mec-là qui est quelqu'un d'un cynisme absolu, comme tous les personnages, tous ses collègues de boulot, c'est des mecs d'un cynisme absolu. Et moi le film, je trouve vraiment bon en fait à partir du moment où on arrive dans la scène de la ferme en fait. Il y a vraiment deux parties dans le film. Voilà, c'est ça. À partir du moment où le jeune est à la poursuite du vieux, il y a une césure dans le film qui abandonne un peu le cinéma d'action pour rentrer donc presque un huis clos dans une ferme à la campagne, avec un personnage féminin qui justement protège son fils qu'on suppose être du coup le grand méchant du futur. Ouais. Et que Bruce Willis donc veut abattre. Et là, moi d'ailleurs à ce moment-là, il y a une autre scène qui justement se passe dans la ferme qui m'a vachement botté. C'est Bruce Willis qui donc se met en tête. Il a une liste de 3 enfants. L'un d'entre eux est le grand méchant du futur. Et s'il l'abat, a priori lui, du coup, il sera pas envoyé dans le passé parce que c'est le grand méchant du futur qui a décidé d'envoyer ces loopers dans le passé, de les abattre les uns après les autres. Donc s'il tue le bon enfant, a priori, il disparaît quoi. Et puis en plus, il règle pas mal de problèmes voilà. Et donc il y a cette scène où il va suivre un enfant. Il y a la scène où il va le tuer comme un Terminator, il va tuer un gamin. Donc on voit Bruce Willis tuer un gamin, c'est déjà une petite nouveauté. Et il disparaît pas, il a pas tué le bon gamin Et il s'en rend compte, et c'est devenu un tueur d'enfants. Notre Bruce Willis c'est devenu un tueur d'enfants il s'en rend compte, et Johnson le fait de façon assez chouette, je trouve, justement sans faire dans le pathos, sans non plus en utilisant vraiment bien ce qu'il vient de mettre en place Et à partir de là, il y a le film part sur une nouvelle tournure quand même qui est plutôt chouette Non, mais je pense que moi c'est vrai que ce film-là, à l'arrivée de cette scène-là, je trouve que là, pour le coup, le film trouve son sujet. Auparavant, on était dans un truc uniquement de petit malin, qui est un pur plaisir de popcorn spectaculaire et tout ça, sur lequel je prends mon pied. Qui a quand même des bonnes scènes, c'est ça. C'est mais de toute façon, c'est très bon. Enfin voilà, le mec a du talent, il a une mise en scène extrêmement élégante. Il y a quelque chose de très fun et très cool dans son film. Voilà, on se dit pour peu qu'on soit fan aussi de science-fiction, c'est cool de voir ça parce qu'on a une vision qui est pas gnangnante, qui est vraiment très généreuse en termes de look, de dialogue enlevé, de personnages. Il y a des variations de ton qui sont très sympas, qui fait que le film n'est pas lourd. On est très très loin justement de la lourdeur un peu nolanienne où tout est une affaire extrêmement sérieuse. Là, on a quelque chose qui est beaucoup plus pop, donc qui est beaucoup plus sympa, et voilà, qui ne prête pas à l'envie de vouloir tirer à boulet rouge pour péter plus haut son cul. Mais déjà avec quelques prises de risque en termes de narration, je pense notamment à cette séquence de flash forward où d'un coup il va en 5 minutes nous faire un montage des 30 ans à venir justement de ce personnage et comment il en est arrivé à être Bruce Willis aujourd'hui. Et là il y a un aspect comic book du film aussi qui participe de ce truc là, parce que cette séquence de montage qui est extrêmement courte où on voit le personnage de Bruce Willis affublé d'une perruque pas possible et dans des situations abracadabrantes où
très iconique. Voilà, c'est un petit côté comic book du film. C'est vrai qu'il y a des variations de ton dans le film qui sont très belles. Mais moi, c'est vrai que j'aimerais revenir sur cette scène-là, tout ce passage-là dans la ferme, parce qu'en plus, j'ai lu ici et là que c'est vraiment une scène qui pose problème à beaucoup de gens qui aiment beaucoup le film jusqu'à cette scène-là. Alors que pour moi, c'est vraiment là que le film devient intéressant, parce que là, il cerne son sujet, qui est justement comment ce type-là, qui est complètement cynique et qui ne pense un peu qu'à sa gueule, voilà, va être en face d'une mère qui a un amour absolu pour son fils, alors même que le fils a des sérieux problèmes, on va dire, et extrêmement inquiétant. Quoi. C'est vrai qu'en termes d'enfant maléfique, moi je me rappelle pas avoir vu aussi bien, parce que c'est relativement discret pendant 10 minutes, mais le gamin fait peur, fait vraiment très peur. Et pourtant cette femme-là, sa mère, le couvre d'attention et d'amour, et c'est extrêmement inquiétant. Et surtout que voilà, il y a un conflit entre les deux personnages, parce que lui dit que voilà, ce mec-là, ce petit enfant va peut-être causer la mort de plein de monde, et lui va être en face de son égoïsme, et va devoir voilà comment il va pouvoir gérer cet amour-là. Alors ça paraît extrêmement cliché comme thématique, parce que c'est très facile de tomber dans une thématique comme ça, dans le truc de cliché. C'est le discours du 5e élément, hein, voilà, le 5e élément c'est l'amour, ça fait souder le peuple. C'est le discours de Thème de Patrick Sébastien aussi, très bien dit, voilà, où Patrick Sébastien me dit que voilà, la seule solution pour résoudre tout dans le monde et tous les problèmes, c'est l'amour. Effectivement, c'est un cliché, mais quand c'est bien traité, et là je trouve que cette scène-là, qui d'un coup pose un petit peu la narration arrête d'avoir un rythme trépidant, et on a le droit à des personnages qui prennent un peu de chair, où le film prend son temps. Moi j'ai trouvé ça assez fantastique et extrêmement émouvant. Alors c'est peut-être aussi que par manque d'objectivité, ou c'est des thématiques qui peuvent me toucher très particulièrement en ce moment, mais je pense que vraiment là le film gagne quelque chose, et où d'un coup la machinerie scénaristique de Petit Malin passe en second plan par rapport à l'humanité, à la peinture de ces personnages. Et pour ça que le fin, qui est une sorte de twist ou je sais pas quoi, et de retour de ce mécanisme de récit temporel avec tous ces ingrédients et tout ça, fonctionne, alors même qu'il est complètement abracadabrant. Enfin, je veux dire que si on réfléchit 2 minutes, ça ne tient pas debout, mais fonctionne parce que la thématique, c'est un aboutissement de la thématique qu'il a déployée, mais d'un versant humain, et non pas dans une sorte de jeu de construction temporelle et tout ça, où n'importe quel cinéaste aurait fait ça, je pense, la plupart. Non, mais je suis assez d'accord. Et en plus, donc même si à la moitié du film, donc il se décide de s'intéresser vachement à la vie dans cette ferme, tout ça, et la bande il abandonne pas non plus les scènes d'action. On a le droit quand même au final à une séquence de fusillade justement avec Bruce Willis, qui est assez réjouissante malgré tout, et qui en plus, il arrive à l'intégrer assez bien. En plus, il y a des prises de risque en termes de rythme quand même, de narration qui sont chouettes, et qui sont assez jouissives. Quand on n'est pas chez Tarantino non plus, on n'est pas dans un Nolan, et il arrive à bien se poser, à bien poser sa caméra, à bien utiliser tous les ingrédients qu'il a justement incorporés, que tu as cité tout à l'heure. C'est vrai que on pourrait s'amuser à dire ça vient de là, ça vient de là. Ouais. Il fait un film pop, mais en même temps qu'on n'a pas forcément l'air, et moi j'ai pas été gêné par aucune référence en fait pendant la vision du film. Ouais, je pense pas. Moi je pense que j'attends de revoir le film, parce que moi il y a des rares moments dans le film où je me dis c'est un peu chichiteux. C'est un peu voilà, je sais que je fais quelque chose qui a déjà été fait 1000 fois. Je vais le faire un peu différemment, mais cette façon de le faire un peu différemment est peut-être un petit peu chichiteuse. Je pense en la matière à la scène où Bruce Willis dézingue à la mitrailleuse plein de monde, et que là Ryan Johnston Massacre nous dit moi je vais pas faire comme tout le monde, je vais pas filmer les corps. Alors on voit simplement un plan de Bruce Willis avec la mitrailleuse, et hors champ les gens s'abattent, et après voilà, il y avoir un type qui va arriver, là on va avoir droit au meurtre filmé frontalement. Et pourquoi pas, c'est finalement une façon un peu élégante de filmer une fusillade de façon qu'on n'a pas l'habitude de voir. Non, mais surtout, quel sens ça peut avoir dans le discours du film, je suis pas sûr que ça en est. Moi, ce qui m'a, c'est pas tellement en termes de sens ou de discours, mais même par rapport à l'introduction du film ou à certaines séquences du film, c'est d'intégrer justement dans son film quelques éléments peut-être pas horrifiques, encore que si, parce qu'il y a une scène qui relève vraiment du cinéma d'horreur, des éléments gore en tout cas, qui aujourd'hui en fait se font de plus en plus rares. Et moi
moi je suis c'est pour ça tout à l'heure je veux dire beaucoup de bien d'Universal Soldier aussi, mais qui sont de plus en plus rares et que tu te dis que ça c'est des prises de risque aussi en fait d'intégrer dans ce genre de film, tu vois, par exemple Bruce Willis qui va tuer des enfants, Bruce Willis qui va fusiller des gens avec du gore, avec une vraie violence brute qui tabasse un peu et tout en ayant aussi cette capacité de montrer des scènes intimistes avec cette famille, cette ferme, tout le bordel, et de réussir à mêler tous ces ingrédients-là en fait. Et le film du coup fonctionne parce qu'il est capable, je pense, de mêler tout ça, quoi. Faut savoir aussi que c'est un film qui est pas un blockbuster, c'est un tout petit budget finalement ce truc-là. Ce qui veut dire aussi que Bruce Willis, finalement, on peut quand même avoir vraiment beaucoup d'amour pour lui, parce que c'est quand même quelqu'un, quand tu regardes sa carrière, il a fait quand même des choix parfois super bien, quoi. Et c'est vrai que moi je trouve que Bruce Willis, j'ai eu vraiment plaisir à le voir dans ce film-là, parce que je trouve qu'il en a encore sous le capot, le bonhomme, quoi. Il a vraiment, c'est un mec qui joue super bien le mec qui a mal au crâne. C'est vrai que c'est le truc, le fil rouge de sa filmographie, c'est le mec qui a mal au crâne, et que ça soit de l'Armée des 12 singes ou Piège de cristal, et puis évidemment Une journée en enfer où il a la gueule de bois pendant tout le film. Et c'est super. Enfin, il est vraiment très bon, et c'est un tout petit budget, ce qui explique certaines audaces de violence et de rythme et de cassure de rythme. Et c'est c'était plutôt une très bonne surprise, et dans une année vraiment toute pourrie, c'est peut-être ça aussi, c'est que s'il était sorti il y a 20 ans, on n'aurait peut-être pas le même regard là-dessus. On va faire une nouvelle pause musicale, et avant que tu parles de Minority Report du coup, parce que t'en as envie, on va s'écouter un morceau que tu pourras peut-être présenter mieux que moi, de musique Sova qui s'appelle Brand New Day, avec des extraits de La Jetée dedans. Bah oui, non, mais ça nécessite pas de présentation. Musique Sauvage, c'est un groupe de Rennes, et voilà, ils ont fait un morceau avec des extraits de La Jetée, et pour une émission Voyage dans le temps, c'est nickel. Imaginez un monde sans meurtre. J'ai perdu mon meilleur ami. J'ai perdu ma tante. J'ai perdu mon papa. J'ai perdu mon père. J'ai perdu ma femme. Il y a 6 ans, le taux d'homicide dans ce pays avait atteint des proportions épidémiques. Il semblait que seul un miracle pouvait stopper l'hémorragie. Mais au lieu d'un miracle, nous en avons eu 3. Les précognitifs. En seulement un mois, dans le cadre du programme Précrime, le taux de meurtre dans le district fédéral de Columbia fut réduit de 90%. Ils étaient une bande qui m'attendait dans la voiture. Ils voulaient me violer. J'allais me faire poignarder. Ici, en un an, Précrime a effectivement arrêté le meurtre dans la capitale de notre nation. Depuis 6 ans que notre petite expérience a été menée à bien, il n'y a pas eu un seul meurtre. Et maintenant, Précrime peut fonctionner pour vous. C'est pour le conduire à la salle d'expérience qu'on va chercher un jour parmi les prisonniers l'homme dont nous racontons l'histoire. Il vit un homme sans passion. Il lui expliqua posément que la race humaine était maintenant condamnée. Que la seule liaison possible avec les moyens de survie passait par le temps. You don't have to feel worried.
sait jamais s'il se dirige vers elle, s'il est dirigé, s'il invente ou s'il rêve. Lui ne sait jamais s'il se dirige vers elle, s'il est dirigé, s'il invente ou s'il rêve. Sur la grande jetée d'Orly, dans ce chaud dimanche d'avant-guerre où il allait pouvoir demeurer, il pensa avec un peu de vertige que l'enfant qu'il avait été devait se trouver là aussi, à regarder les avions. Mais il chercha d'abord le visage d'une femme au bout de la jetée. Il courut vers elle. Et lorsqu'il reconnut l'homme qu'il avait suivi depuis le camp souterrain, il comprit qu'on ne s'évadait pas du temps, et que cet instant qui lui avait été donné de voir enfant, et qui n'avait pas cessé de l'obséder, c'était celui de sa propre mort. Agatha. Le professeur Heinemann a dit les morts ne meurent pas. Il nous observe et nous aide. Souvenez-vous de ça, John. Agatha. Jeune. Il est sur la plage maintenant. Trempe son pied dans l'eau. Il voudrait que vous veniez avec lui. Il a fait la course avec sa mère sur la plage de long en large. Il y a tellement d'amour dans cette maison. Il a 10 ans maintenant. Il est entouré de plein d'animaux. Il veut être vétérinaire. Vous lui offrez un lapin, un oiseau et un renard. Il est au lycée. Il aime courir, comme son père. Il court le 100 mètres et le relais 4x100. Il a 23 ans. Il est à l'université. Il fait l'amour à une fille très jolie nommée Claire. Et lui demande d'être sa femme. Il appelle ici et le dit à Lara qui pleure. Il court toujours. À travers l'université et dans le stade où John vient le voir. Oh mon Dieu, il court si vite. Comme son père. Il voit son père. Il veut courir vers lui. Mais il n'a que 6 ans. Et il n'y arrive pas. Et l'autre homme est si rapide. Il y avait tellement d'amour dans cette maison. Je voudrais tellement qu'il revienne. Elle aussi. Vous ne voyez pas. Elle voulait que sa petite fille revienne. Mais il était trop tard. La petite fille était déjà partie. Elle est toujours en vie. Elle n'est pas morte. Mais elle n'est plus en vie. Agatha. Dites-moi, qui a tué votre mère? Qui a tué Anne Lively? Je suis désolée, John. Mais vous allez devoir fuir encore. Quoi? Voilà, c'était donc un long extrait de Minority Report et puis juste avant un morceau de musique Sova, Brand New Day. Minority Report, donc un film qui a 10 ans, mais on décide d'en parler aujourd'hui, hein, au cas où vous le connaissez. Enfin, Antonin va en parler aujourd'hui et il va vous dire pourquoi. Parce que c'est un putain de chef-d'œuvre.
Non, donc comme je dis en intro d'émission, c'était un peu voilà un rescapé d'une fausse émission thématique sur les voyages dans le temps. Non pas que Minority Report traite des voyages dans le temps, mais c'est également voilà pour rappeler le pitch de Minority Report qui est donc inspiré par Philip K. Dick, où ça décrit une police du futur qui peut résoudre les crimes avant qu'ils soient commis parce que 3 précogs dans leur bain amniotique peuvent les visualiser en avance, et donc une police saisit les images qui sortent de leur cerveau pour arrêter les meurtriers avant même qu'ils commettent leur forfait. Donc une sorte de Cluedo futuriste, parce qu'on assiste dans la première scène du film, voilà, à un Tom Cruise qui extrait toutes les images mentales des précogs et les agences de façon à avoir deviné à qui est le colonel Moutarde. Puis il y a vraiment ce truc-là de voir l'arme du crime, le ciseau, le personnage, et puis de voir dans quelle chambre il a tué, parce qu'il faut retrouver le quartier. Donc on est vraiment dans un truc de Cluedo. Et donc voilà, donc un film moi que je revois assez régulièrement, et à chaque fois qui me souffle vraiment. Alors c'est dans la grande période de Spielberg, je pense que pas qu'il reconnaîtra, parce que là il a l'air de s'enfoncer un peu dans une nouvelle période avec des sujets lourds, entre Cheval de guerre et puis là le prochain Lincoln, on n'y croit pas trop, mais c'est vrai que dans les années 2000 et fin du 20e siècle, il a une période de grâce absolue pour moi, parce que donc voilà, une Minority Report fait suite à AI, qui est déjà pour moi un film incroyable, et suivront après Arrête-moi si tu peux, qui est plus étrangement pour moi, je tiens pour un chef-d'œuvre incroyable. Il y a une petite pause que je te laisse oui, petite pause avec Terminal qui est vraiment pas bon, mais et après il y a La Guerre des mondes qui est aussi incroyable. En fait, c'est le moment où Spielberg, Munich, voilà, mais que je tiens vraiment un peu plus bas. Mais pour moi, voilà, Guerre des mondes, Minority Report et Arrête-moi si tu peux et AI sont vraiment des films assez époustouflants, qui est donc de la partie de Spielberg où il y a vraiment une crise du regard chez lui. Il y a une sorte de remise en question de son cinéma. Spielberg, voilà, accusé, pas à juste titre, mais de façon extrêmement simpliste, comme le cinéaste de l'émerveillement, de l'enfance, quelque chose d'assez unanimiste et tout ça. Tous ces films auparavant avaient des moments de noirceur et de doute et d'ambivalence, mais dans les années 2000, il y a eu un moment où les films étaient d'une noirceur totale, et j'inclus Arrête-moi si tu peux également, qui est Sous des dehors de film Champagne, est un film vraiment très très noir et voilà, autobiographique. Bon, c'est pas le sujet là, mais en tout cas voilà, Minority Report qui donc est un film qui donc en 2002 fait suite évidemment au 11 septembre. Il y a qui donc, en décrivant une société qui punit les crimes avant même qu'ils soient commis, effectivement dans le moment où c'est sorti, parlait évidemment du concept des guerres préventives. Il y a une référence frontale qui fait qu'on peut lire le film comme ça, c'est le cas Tom Cruise, parce que effectivement le pitch de film c'est que Tom Cruise va se retrouver lui-même à un moment dans les images qu'il est supposé traiter, donc on va il va se retrouver à devoir pas élucider, mais en tout cas à se voir en tant que meurtrier dans le futur. Donc pareil, un film qui repose sur une incohérence totale. Bon, je vais pas non plus redévelopper ça, mais c'est une incohérence totale. Minority Report, c'est absolument impossible que ça se passe comme ça, vu que voilà, Tom Cruise doit résoudre un crime, alors que c'est le fait même de voir une prémonition de ce crime-là qui va l'amener à commettre ce crime. Donc c'est complètement incohérent, un peu de la façon de la Vertigo, parce qu'évidemment ce n'est pas le sujet qui intéresse Spielberg. Donc voilà, ce concept de guerre préventive et tout ça, le cas de Tom Cruise, donc le cas du crime que Tom Cruise est le cas 1109, donc là on peut pas faire plus frontal. Voilà, c'est donc ce concept de crime préventif, de guerre préventive contre le crime, est donc une sorte de métaphore du 11 septembre. Alors si on s'arrêtait là, on serait un petit peu dans une sorte de film de gauche un peu vaseux, comme Hollywood en a produit un paquet, voilà, tous les films de gauche un peu nazes de je sais même plus qui, c'est pas intéressant d'en parler, mais en général c'était bien naze. Donc voilà, et moi ce qui me fascine complètement dans Minority Report, c'est ce que j'aime de toute façon dans le cinéma américain, c'est que c'est effectivement de toute façon ce film-là, déjà on l'adore en premier lieu, enfin moi je l'adore en premier lieu parce que c'est un spectacle absolument hallucinant, pour moi qui est voilà un des grands films de SF hyper généreux en termes de spectacle, parce que c'est Steven Spielberg qui réalise, et de toute manière on peut pas lui enlever ça, c'est un metteur en scène de génie. Il y a un récit haletant qui voilà ne tient complètement la route, mais c'est surtout un film qui en sous-texte et fait passer un tas de choses qui est extrêmement étrange, quasiment expérimental par moment, et où il y a un cinéaste derrière qui travaille des thèmes et sa forme de façon extrêmement riche, et dont moi fur et à mesure des révisions, dont je n'arrive pas à aller au bout de toutes les richesses. Effectivement, le film est extrêmement sous l'influence de Brian De Palma, qui était son copain.
vu qu'on est dans un registre avec un personnage metteur en scène, parce qu'on a vraiment ça, où le personnage de Tom Cruise au début du film est clairement montré comme un spectateur, le personnage de Tom Cruise dans Minority Report au début du film est pris entre deux registres d'images, les images du futur, celles qu'il est supposé manipuler afin de les agencer, afin qu'elles soient intelligibles et de façon à pouvoir arrêter ces criminels, et également les images du passé, parce que ce personnage de Tom Cruise, grande nouveauté chez Spielberg, est un ancien père qui a perdu son fils, donc il y a un enfant qui meurt. C'est une chose qui n'arrivait pas chez Spielberg. Il y avait un prémisse dans AI, mais chez Spielberg ça n'arrive pas. Là, Tom Cruise est un père donc qui vient de perdre son fils et donc vit dans le souvenir d'une cellule familiale complètement brisée parce qu'il s'est séparé avec sa femme et passe ses soirées à se droguer en regardant des home movies. Et donc en fait il regarde des home movies en 3D et c'est des scènes qui sont absolument vraiment extrêmement émouvantes et extrêmement cruelles parce que les home movies qu'il regarde, qu'il essaye de revivre, dans lesquels il essaye de s'immiscer en dialoguant, en redoublant ses propres dialogues dans les images qu'il a lui-même filmées, et en fait les images effectivement s'arrêtent parce qu'à un moment il s'arrête de filmer, et je sais que dans les deux home movies qu'il regarde dans la scène de Minority Report, voilà, ça s'arrête de filmer quand il commence à vivre dans son passé, c'est-à-dire qu'il y a une scène où avec sa femme lui a dit arrête de me filmer, bon si t'arrêtes de me filmer je vais te donner du plaisir, tu vas voir, et là ça s'arrête de filmer. Tu sais qu'il y a la même scène dans Time Cop. Mais ça se pourrait, mais moins bien filmé que là, je pense, quand même. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est très beau, parce que voilà, ce personnage-là qui est en perdition totale, Tom Cruise, voilà, qui vit uniquement dans les images, et on est dans une description d'une société où il y a le tout à l'image. Faut savoir que Minority Report était le film qui à l'époque avait battu, pour l'anecdote, la présence des marques à l'écran. Il y avait des contrats avec des marques qui ont été signés et qui s'intègrent complètement dans le récit du film, vu qu'on est dans une société du contrôle où les yeux ne servent plus à voir mais à être vu, parce que l'identification rétinienne est partout dans tout le monde, ce qui fait que les pubs sont personnalisées, et en fait à fur et à mesure du film, alors que Tom Cruise est supposé être incognito, il va se faire remarquer par l'identification rétinienne avec des pubs qui dit hey John Anderton, veux-tu une bonne Guinness, bon machin, est-ce que ça t'a plu le dernier débardeur que t'as acheté chez Gap. Donc en fait il retourne effectivement ce truc de l'implantation des marques dans les films pour en faire une société hyper contrôlée. On est dans une société du contrôle où voilà, comme j'ai dit, les yeux ne servent pas à voir mais à être vus, où il est complètement encerclé par ça, et un personnage qui est dans l'image, dans un registre d'image hyper lissé également, où c'est un peu ça qu'il fait quand il déploie quand il essaie d'agencer les images des précogs, où il essaie de les agencer de façon à ce que ça soit lisible. Les images de pub sont extrêmement lisses, tout est extrêmement lisse, et là où le film encore une fois, à une autre dimension absolument passionnante, c'est qu'à partir du moment où John Anderton est obligé de fuir parce qu'on l'accuse d'un crime qu'il n'a pas encore commis, et se demande qu'est-ce qui va pouvoir le pousser à tuer parce qu'il n'a aucune velléité de meurtre. Voilà, il y a une sorte de récit la course-poursuite commence, et c'est des scènes complètement hallucinantes où finalement c'est le corps qui fait retour. Alors on sait que Tom Cruise est un personnage qui est un acteur qui a beaucoup travaillé là-dessus. Bizarrement, il y a une vraie politique d'acteur de Tom Cruise où la défiguration a une grande place dans sa carrière, que ce soit Vanilla Sky ou plein d'autres films où il y a toujours Tom Cruise qui va se retrouver défiguré à un moment, où là finalement Tom Cruise, qui est vraiment une sorte de symbole de la beauté 80 un peu plastifiée, va passer par tous les états. C'est presque une sorte de Minority Report, presque d'études plastiques, un peu façon à la René, le chant des styrènes, ou du Jean Palévé, dans toute cette course-poursuite là, qui va où le personnage de Tom Cruise fuit et se retrouve à traverser plusieurs tableaux, un peu à la manière d'un jeu vidéo, la référence est là. Il est en train de se balader dans des immeubles à plusieurs étages, où voilà, il se fait poursuivre par la police du futur, ses anciens collègues, où par exemple il y a une scène qui est complètement dingue, où il se retrouve dans un bas-fond et tout ça, et les mecs sortent des vomitriques, où ça des bâtons qui existent d'ailleurs, qui font vomir les mecs en veut, c'est génial. Et en fait où il se retrouve là à faire vomir ses collègues. Après il traverse à travers un boyau qui est comme une sorte de figuration d'un œsophage. Il va se retrouver dans un appartement où des gens font la cuisine, et où après dans un appartement où les gens sont en train de manger. Donc c'est comme une sorte de reprise symbolique d'un trajet digestif entre la cuisson des aliments, manger les aliments, passer par l'œsophage, et puis après revomir, inversé un peu dans le désordre et tout ça.
mais il y a quelque chose qui a une sorte de brusque retour de l'organique dans une société où tout est lissé par l'image. Et après on se retrouve, il y a une sorte de, c'est là où je parle, il y a vraiment une sorte, dans cette truc de film d'action, une sorte d'étude plastique très forte, parce qu'après on se retrouve dans une usine où pareil la matière revient à son importance, où le procédé de fabrication de la matière revient. Il y a une bagnole qui est construite, après il se retrouve dans une serre d'horticulture génétiquement modifiée où pareil la matière, cette fois-ci végétale, revient et voilà, il y a des manipulations par une savant fou complètement taré qui fait, et on se retrouve dans un film qui formellement est extrêmement étrange, qui arrive, on peut pas, je pense, s'empêcher d'avoir une sorte de sentiment d'étrangeté devant ces scènes-là, parce qu'il y a une sorte de symbolique qui n'est pas très appuyée, mais qui arrive, qui fait qu'on se retrouve dans un truc qui peut paraître assez comique, mais qui est quand même relativement étrange, et qui va culminer dans une scène qui, je pense, pour moi, est la marque, enfin, Spielberg est un cinéaste hyper intéressant, et non pas simplement un metteur en scène de spectacle de commun. C'est cette scène où il va se faire changer ses yeux, où il se retrouve dans une sorte de gourbi infecte, où pareil, manifestation des corps, une assistante, on découvre un Peter Stormare, donc l'acteur des Coen et de Bergman, qui ouvre la scène avec un gros jet de morve. Après, on voit son assistante qui, en ombre chinoise, se torche le cul après avoir pissé, et où Tom Cruise se fait changer les yeux et va se retrouver, pareil, toujours dans cette dimension de retour de l'organique, aveugle, à bouffer un sandwich pourri, à revomir, à bouffer du lait avarié. Et donc en fait il y a tout un trajet de Tom Cruise qui est pris comme une sorte de figure qui est devenue une image, qui a accompli une sorte de désir inconscient en devenant une image dans les précognitions, et qui va devoir reprendre contrôle de son corps et le film l'aide à reprendre contrôle de son corps en le tourmentant de toutes les façons possibles, en ayant des retours de l'organique, du corporel, de toutes les manifestations physiques, de la réalité, comme pour dire voilà, cette société de tout à l'image, où tout peut être résolu par l'image, d'une société du tout au spectacle. Voilà, la matière est là, la matière revient, la matière va vraiment redonner à Tom Cruise le contrôle il faut que Tom Cruise reprenne le contrôle de la matière pour reprendre le contrôle de sa vie. Et c'est assez ahurissant comment c'est tenu, et c'est là où on retrouve De Palma, dont on reparlera à une prochaine émission, parce que Blowout et Pulsion ressortent en Blu-ray et en DVD dans des autres éditions, où pareil, Blowout est un film qui peut apparaître comme un simple film policier, mais qui est une sorte de vertige théorique hallucinant, et Minority Report est vraiment là-dedans, et on retrouve de façon très frontale quelque chose qui court dans toute la filmographie de Spielberg, qu'on taxe vraiment, qu'on réduit très facilement à un cinéaste de l'émerveillement, mais qui a toujours eu un mauvais goût, qui pointait, si je pense au Temple maudit, avec les séquences du repas pas possible, avec où il bouffe des cervelles de singe et compagnie, où là ça refait surface, et c'est indiqué dans le film comme une sorte de retour de réel par rapport à quelque chose qui est de l'ordre du contrôle absolu de cette société là. Donc voilà. Et après on peut c'est un film qui est absolument passionnant, sur lequel on peut avoir plein de lectures, et notamment une, de toute façon, comme j'ai dit, qui est autobiographique également. C'est vrai que c'est un film de la crise du regard, parce que ce personnage-là de spectateur perpétuel va devoir apprendre à laisser tomber les images et à vraiment vivre. Et c'est également c'est un peu le sujet central de Arrête-moi si tu peux, de façon un peu souterraine. Et Minority Report, c'est également ça. Si Spielberg, on peut lire vraiment un autoportrait de Spielberg dans Minority Report, à travers le portrait de Tom Cruise, homme d'image, virtuose dans l'agencement des images, et également à travers un autre personnage complètement secondaire, du personnage du geek, qui est dans le bain amniotique des trois précogs, qui est obnubilé par ces trois précogs qui sont qui sont une sorte de métaphore de la caméra, qui produisent les images, et qui lui les chérit, leur parle de sa maman qu'il aime pas, qui est affublé de la même coiffure de Spielberg qu'on lui connaît quand il est tout jeune à 22 ans, que c'est un petit génie complètement autiste, c'était un peu ça Spielberg, et quelqu'un qui complètement où Spielberg, de toute façon, dans cette période-là, remet en question fondamentalement sa croyance dans les images. Et là on rejoint De Palma, c'est que Minority Report nous dit les images mentent, ce qui est le grand sujet
de Brian De Palma. Et voilà, là, ça va raconter effectivement à la travers ce récit de la fin des guerres préventives, de façon de dire que voilà, les images permettent de résoudre le réel. Là, finalement, non, il y a encore le doute raisonnable, cette façon de se dire non, les images ne peuvent pas dire complètement la vérité. Il faut arrêter d'y croire totalement. Et voilà, c'est assez majestueux comme film. C'est quoi votre truc? On a tout ici, on a les Imagine Fantasy Sport, on a les Imagine que j'appelle Regarde maman, je vole, une série qui englobe toutes les folies depuis le saut à l'élastique au vol de l'aigle en plein air au-dessus du Grand Canyon. On a des types qui veulent faire l'amour en étant une femme, on a des femmes qui viennent pour se faire sauter par leur star préférée, ou la bonne partie de jambes en l'air, pépère. Oh oui, plus fort, c'est le super pied. Mais au moins vous ressortez pas de là avec une crise cardiaque. Je veux tuer mon patron. Ok. Vous avez des images sur lesquelles je peux travailler? Michael Rennie was ill the day the earth stood still, but he told us where we stand. And Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Ray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Took to the hills, and I really got hot when I saw Jeanette Scott fight a trivet that spits poison and kills. Dana Andrews said prunes gave him the ruse, and passing them used lots of skills. But when worlds collide, said George Powell to his bride, I'm gonna give you some terrible thrills, like science fiction, double feature, Dr. X will build a creature. See androids fighting
feature picture show in the back row. To the late night double feature picture show. Eh bien, chaque vaisseau voyage le long d'un vecteur à travers l'espace-temps, le long de son centre de gravité. Comme une lance. Je te demande pardon. Comme une lance qui sortirait de la poitrine. Si on veut, oui. Et pour que le vaisseau puisse voyager dans le temps, eh bien, il faut qu'il trouve un portail, ou dans notre cas, un trou de verre, ou... Bon, et est-ce que ces portails peuvent apparaître n'importe où et n'importe quand? Je pense qu'il n'y a guère de chance. Non, je crois que ce dont tu es en train de parler, c'est d'un acte de Dieu. Et si Dieu contrôle le temps, ça veut dire que le temps est prédéterminé. Je vois pas ce que tu veux dire. Chaque créature vivante suit un chemin préétabli. Alors, si on pouvait voir son chemin, son canal, eh bien, ça voudrait dire qu'on pourrait voir l'avenir, d'accord? Ce serait une forme de voyage dans le temps. Oui, mais tu te contredis toi-même, Donnie. Si on était capable de voir nos destinées se manifester virtuellement, ça impliquerait qu'on aurait le choix de trahir ces destinées qui nous sont imposées. Et le simple fait que ce choix existe mettrait fin à toute forme de destinée préétablie. Pas si on voyage dans le canal de Dieu. Je ne crois pas pouvoir poursuivre cette conversation. Pourquoi? Je pourrais perdre mon travail. Très bien. Voilà, on a donc après avoir écouté le Dr Moreau nous parler de Minority Report, on a pu donc entendre encore un extrait du film et puis bien sûr le morceau d'introduction du Rocky Horror Picture Show, suivi là d'un extrait de Donnie Darko de Richard Kelly. Merci. Et puis pour terminer cette émission un peu en retard, rapidement quand même parler donc de ce Universal Soldier Day of Reckoning. Alors je sais que ça paraît pas très sérieux de parler de Universal Soldier et pourtant moi c'est l'un des films les plus surprenants que j'ai pu voir cette année. Putain, j'ai hâte d'être à l'émission Top 5. Non mais déjà parce que évidemment moi non plus j'en attendais pas grand chose, même si le précédent Universal Soldier réalisé déjà par Johnny Imes m'avait pas mal surpris pour quelques séquences d'action que je trouvais particulièrement bien foutues, des combats justement entre des bonhommes, donc Universal Soldier c'est des sortes de Wolverine, des super soldats qui meurent pas, qui ont pas de pitié, tout le bordel, et qui peuvent se taper dessus pendant très longtemps et qui sont obligés de trouver des techniques absolument incroyables justement pour en tuer un autre. Une proposition de cinéma. C'est un peu comme des robots qui se mettent sur la gueule, donc moi forcément je suis preneur. Ce qui m'avait surpris c'était surtout en fait la capacité de Yams à juste bien filmer ses scènes, à avoir une vraie capacité à poser sa caméra, à montrer ce qui se passe. On comprend ce qui se passe, c'est rythmé, c'est bien foutu, et du coup il y avait des séquences, des morceaux qui étaient assez jouissifs. Le dernier j'ai essayé de le revoir, du coup ça m'a un peu ennuyé parce que justement là ce Day of Reckoning donc qui vient de sortir directement en DVD aux États-Unis et qui sortira en France en DVD uniquement au mois de janvier, donc on est un peu en avance quand même. Là pour le coup moi je me suis dit je suis un peu curieux, je vais quand même voir vu que c'est le même bonhomme qui semblait bien s'en tirer, je vais faire mon curieux puis je vais jeter un coup d'œil quoi. Et la première séquence du film m'a pas mal bluffé parce que d'entrée de jeu il balance sa référence à Gaspard Noé quoi dans sa mise en scène, donc c'est un point de vue subjectif avec les clignements d'yeux, tout le bordel, et puis une scène féroce, violente, brutale qui fait un peu peur même, où un bonhomme donc se réveille en pleine nuit réveillé par sa petite fille, il se réveille à côté de sa femme et sa petite fille lui dit qu'il y a des monstres dans la maison. Il fait quoi mais non ma chérie, je vais te montrer, il y a pas de monstres, il va dans chaque pièce, tu vois il y a pas de monstres, et puis en rentrant dans la cuisine en effet il y a 3 bonhommes cagoulés qui lui défoncent la gueule à coups de barre de pied de biche, un truc assez violent quoi. Et puis il se retrouve par terre, le visage complètement défoncé, on sait pas comment il survit encore à ce qu'il vient de prendre, et puis il voit les 3 hommes cagoulés choper sa femme et sa fille. L'un des bonhommes retire sa cagoule, c'est Jean-Claude Van Damme, le crâne rasé, qui joue pas du tout un gentil, qui va foutre une grosse balle dans la tête de sa femme puis de sa fille, et le type va se réveiller du coup à l'hôpital dans le coma, et le film ça va être ce type va essayer de comprendre pourquoi Van Damme a tué sa femme et sa fille, et essayer de le retrouver quoi, tout bêtement quoi. Et au fur et à mesure c'est découvrir être lui-même en fait un super soldat. Ça a l'air tout con comme ça, et en effet c'est tout con quoi. C'est vraiment une base de film d'action qui
qui est pas génial, loin de là. Sauf que du coup, en termes de mise en scène, le type, vu que justement il a un petit budget, que finalement Van Damme et Dolph Lundgren aussi vont être relayés vraiment au second plan, avoir juste des petites apparitions au début et à la fin du film, que le vrai héros ça va être un autre bonhomme, Scott Adkins, qui avait fait une apparition assez minable dans Expendables 2, qui était un très mauvais film, et on se fantasme vraiment à espérer que Yams se mette à la réalisation d'un vrai film d'action avec des moyens. Là, avec ses petits moyens, il arrive à mener un film d'action qui tabasse, j'en avais pas vu de comme ça depuis très très longtemps, qui est à la limite du cinéma d'horreur en fait, avec du coup vraiment des séquences qui sont gore, qui sont violentes, qui se détournent même de la scène d'action bas de gamme pour te créer des scènes d'angoisse, de tension gore que j'avais pas vu au cinéma depuis longtemps aussi. Et puis après, même s'il garde en plus cette influence vraiment de Gaspar Noé, donc avec ce tabassage à coups de pied de biche qui rappelle vraiment irréversible, des images un peu, des lumières stroboscopiques qui vont rappeler Enter the Void, et quelques plans séquences qui évidemment rappellent aussi de toute façon son cinéma. Il va aussi s'inspirer évidemment beaucoup de Terminator dans le format course-poursuite pour dans la dernière partie dériver dans un remake de Apocalypse Now, où là pour le coup dans les bayous en Louisiane, où Van Damme, donc toujours avec son crâne rasé, maquillé comme un peu comme un trou du cul, mais du coup est le chef d'une armée de soldats qui le suivent à la baguette, et ce bonhomme va débarquer et tout foutre en l'air, quoi, un peu à la manière du coup de Martin Sheen face à Brando. Il va essayer de tuer le chef et puis prendre sa place, quoi, et constamment surprenant, avec un rythme qui est vraiment assez génial, et comme je l'ai dit, 3-4 séquences d'action pure qui moi m'ont vraiment bluffé par la qualité de la mise en scène, tout bêtement, quoi. Le type, voilà, il sait que personne l'attend, que le film personne ne le prendra, et pourtant il fait des efforts dingues. Tu sens vraiment qu'il prend du plaisir à filmer ces séquences, qui se laisse aller et qui va prendre des risques dans ce qu'il montre, quitte à vraiment du coup se faire censurer. A priori il va y avoir plusieurs versions du film, quoi. C'est un DTV, hein. C'est un DTV qui aura quand même le droit, en fait, après quelques renseignements, un DTV qui aura le droit à quelques sorties aux États-Unis, puisque a priori il aurait été filmé en 3D. Alors quand tu le regardes, justement, c'est assez surprenant aussi, parce que c'est justement pas de la 3D popcorn ou je sais pas quoi, avec des effets qui sont balancés à la tête du spectateur, et trucs comme ça. Non, pas du tout. Moi, on m'aurait pas dit que c'était un truc en 3D, j'aurais pas remarqué quand je l'ai regardé en 2D, quoi. Donc il aura le droit à quelques sorties aux États-Unis en 3D, forcément en France non, quoi. Mais pour le coup, ça m'intéresserait vraiment de voir ce que ça donne, et moi je suis super impatient de voir ce que Steve va faire ensuite, quoi. C'est pour détail, c'est donc le fils de Peter Yams qui a commis, même si c'est a priori un assez mauvais réalisateur, Peter Yams, c'est un type qui a quand même des couilles, puisqu'il a quand même essayé de faire une suite à 2001. C'est vrai, mais oui, c'est vrai. Faut être courageux, quoi. Donc il avait fait 2010, et c'est surtout un directeur de la photo, Peter Yams, qui avait du coup été directeur de la photo pour le premier Universal Soldier qu'avait fait son petit-fils, et donc Peter, en directeur de la photo, bon, ça va. Là pour le coup, il a laissé son fils tranquille, et son fils se lâche, quoi. Et moi je dis bravo bonhomme, t'assures, quoi. Et ça juste, voilà, le côté surprenant, et évidemment c'est un film que personne n'ira prendre au sérieux, dont personne ne parlera, et moi je trouve ça con, parce que surtout quand je vois en fait le tapage que peut faire un film comme Expendables 2, qui est filmé avec les pieds par un tocard qui sait pas servir d'une caméra, qui va monter ça dans tous les sens, bah là pour le coup John Yams il va dire bah non, je vais te faire un long plan séquence de 10 minutes où le bonhomme va massacrer 25 personnes, et tu vas prendre du plaisir, bonhomme. Et ouais, je prends du plaisir, mon bonhomme. Ouais. En effet. Il se passe encore des choses dans le cinéma underground. Exactement. Et bah voilà, moi j'étais juste content parce que je m'attendais à rien, et je sais que je pense que la majorité de l'humanité attendra à rien de ce film, et elle a bien tort. Voilà. Bah pour ceux qui aiment bien les films où t'as des types qui se tapent dessus, évidemment, hein, parce que c'est le seul intérêt de ce film, c'est de voir des bonhommes se taper dessus de façon très brutale et très violente, à coups de hache, à coups de batte de baseball, à coups de machette. On a le droit à tout, et c'est un plaisir, quoi. Voulez-vous répondre à une question, franchement? Oui, bien sûr. Pourquoi cette passion soudaine pour le temps? Pourquoi pas? Non, ne cherchez pas à m'ouler, Georges. Très bien, si vous insistez, je n'aime pas beaucoup l'époque à laquelle nous vivons. Il semble que l'on ne meurt pas assez vite de nos jours. Alors on fait appel à la science pour trouver le meilleur moyen de dépeupler la Terre. Mais je suis d'accord avec vous. Et vous avez raison, Georges. Mais c'est notre époque, il faut en tirer le meilleur parti possible. Si ça vous amuse, pas moi. Très bien. Allez donc vous promener sur votre machine. Et qu'est-ce que vous deviendrez? Un Grec? Un Romain? Un pharaon d'Égypte? Je préfère le futur.